Première, c'est le diapo d'introduction générale. Et donc, je vais me présenter. Donc, je suis chercheur à l'unité Marbec, qui a été déjà nommée, et que nous sommes basés donc, à 3 endroits, à 7 Montpellier et Palavas. Et donc, je vais discuter de la restauration écologique des lagunes côtières, étant donné qu'on a fait des études sur les lagunes côtières peu profondes permanentes. Et donc, il y aura une réflexion, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour les lagunes côtières temporaires. Donc, les lagunes côtières peu profondes permanentes, donc, c'est normalement défini profondeur inférieure à 2 mètres de la colonne d'eau. Et donc, on utilise grosso modo la salinité pour les classifier. Effectivement, la salinité fluctue pas mal pendant l'année dans ces lagunes, mais on peut quand même faire la différence entre 3 grands groupes, les polyeualines, avec une salinité supérieure à 18, les mésoalines et les oligoalines. Et donc les oligoalines, donc c'est inférieur à 5, c'était aussi le seuil qui était défini pour les lagunes méditerranéennes temporaires. Donc, pour ces lagunes permanentes, j'ai déjà mentionné pendant ma question, donc on a eu le problème pendant des décennies, une très forte eutrophisation sur plusieurs de ces lagunes, pas partout, mais beaucoup ont subi un processus d'eutrophisation et ça posait pas mal de problèmes. Et donc c'est décrit notamment dans ce schéma, qui est un schéma qui était donc développé pour la zone côtière par Schramm, publié en 1999. Et que finalement, on a trouvé ce schéma qui est développé pour la zone côtière, se tient très bien pour les lagunes, notamment les lagunes polyeualines. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit une succession de communautés végétales, et donc d'une communauté très appréciée et avec une grande biodiversité. On va tomber dans une situation où c'est dominé par les macroalgues, et donc ça pose des problèmes parce qu'elle va créer des crises de malaise. Et finalement, on peut aussi avoir une situation où la colonne d'eau est dominée par le phytoplancton, et c'est vraiment une soupe verdâtre avec des concentrations de chlorophylle très très élevées. Et donc, ça c'est bien décrit, ça se confirme pour les lagunes, avec des variations en fonction de la salinité qu'on a pu identifier. Et par exemple, je ne suis pas surpris qu'on a un Rupiacerosa qui se tienne très bien dans les lagunes temporaires, eutrophisé. Donc là, question de restauration écologique, donc c'est quelque chose qui était aussi très fortement promulgué par la directive Cadre Eau. Et donc là, l'idée derrière, c'est qu'on va développer un peu une feuille de route, donc c'est où on est actuellement et où on veut tourner aller. Et aussi, c'est l'idée qu'on peut caractériser les systèmes s'ils sont en bon état, et donc ça c'est une notion d'état de référence. On va regarder dans le passé quand il était peu impacté par l'eau, et aujourd'hui donc ça va être souvent dans une moyenne ou médiocre ou mauvais état. Et donc ça c'est quantifié selon la méthode de la directive Cadre par une métrique qu'on appelle le EQR, Ecological Quality Ratio. Et donc voilà, donc ici on a par exemple le cas qu'on était vraiment en situation mauvaise, et donc on se pose la question où faut-il aller. Donc cette directive dit voilà, allez faire l'état de référence, mais avec une petite modalité de certaine tolérance. C'est pas bien d'arriver, c'est pas nécessaire d'arriver au très bon, mais c'est déjà bien si vous arrivez au bon. Et donc on trace cette feuille de route, et donc c'est vraiment notre stratégie qui va être utilisée pour le plan de gestion à ce moment-là. Donc, je vais l'illustrer, comme on a pu l'appliquer pour l'eutrophisation. Ici, c'est l'exemple des étangs palavaciens qui sont proches de Montpellier et qui appartiennent donc aussi à c'est aussi un site Natura 2000 et en même temps aussi un site Ramsar. Donc, qu'est-ce qui a été fait? Donc, après cette période, pendant 4 décennies de très forte eutrophisation, donc, ils ont fait une bonne amélioration sur la station d'épuration des eaux et ils ont créé un exutoire en mer, 11 km offshore. Donc, on charrie des eaux qui sont encore riches en azote et en phosphore directement en mer. Donc, ça a effectivement un impact en mer, mais
Ça a l'avantage qu'on a énormément diminué, et ça s'est montré sur la droite, les quantités qui sont charriées par le lait et qui sont donc partiellement diffusées dans ces lagunes. Donc là, les charges en azote et en phosphore ont très fortement diminué, de 70 à 90%. Donc, si on synthétise les résultats et nos expériences, on peut les résumer en quelques conclusions avec ce schéma qui est issu d'une analyse statistique de suivis qui ont été menés notamment dans le cadre du récit suivi lagunaire, et donc avec les résultats aussi de 2 thèses doctorales d'Amandine Lorust et Inès Lefeur. Donc, qu'est-ce qu'on a pu observer pour les systèmes qui étaient vraiment très impactés, qui étaient par exemple dans cette situation dominée par le phytoplancton. Donc là, on a vu une première réponse très rapide, une chute du phytoplancton et la clarté d'eau va vite s'améliorer. Donc ça, c'est très bien. Mais en revanche, on veut bien ce retour de ces plantes, et là, on voit énormément d'énergie, et ce retour peut on n'a pas encore observé après 15 ans, selon les cas, et ça, on a calculé, ça peut peut-être prendre même plusieurs décennies, jusqu'à 40 ans. En revanche, pour les systèmes qui étaient moins impactés, donc là on a des exemples dans le Narbonnais, donc là on a vu qu'on peut avoir un retour vers la prairie de pente à fleurs possible, c'est assez possible et assez rapide. Donc ça c'est ces conclusions sur la restauration écologique, un exemple pour la lagune permanente. Maintenant, donc, ces lagunes temporaires, donc, on se rend compte, et ça a été déjà présenté par l'auteur, c'est souvent des systèmes qui, dans le passé, il y avait une exploitation salinière. Et cette exploitation salinière dans le Narbonnais, qu'est-ce qu'on a observé? Donc, dans les années 1950, il y avait beaucoup de ces salins, et dans les années 60, on va fermer tous les petits, et là encore jusqu'à l'année 2000, mais à partir de 2000, ils sont tous fermés. Et maintenant, qu'est-ce qu'on observe? Avec ces environnements, on observe qu'on n'a pas su, début des années 2000, 2005, 2010, on n'a pas su très bien quoi faire avec ces environnements. On le voit sur la carte ici, donc c'est une cartographie des habitats d'intérêt communautaire. Donc on voit clairement la partie permanente, donc elle est bien dans le 1150. On identifie aussi d'autres habitats, mais tout ce qui était ces salins, donc ils sont en gris et n'ont pas été attribués. Et donc on ne savait pas bien quoi faire. Mais donc là après, donc cette directive cadre, donc là je parle de la directive cadre habitat. Donc effectivement, c'est des lignes directrices qui sont assez générales et c'est pas très détaillé. Et donc il y a quand même eu un travail avec des experts au niveau international qui se sont réunis, qui ont rédigé un manuel d'interprétation. Et là, il y a une dernière phrase, donc ils définissent déjà qu'est-ce que c'est une lagune. Donc, si vous voulez, vous allez tout lire, c'est un peu long. Mais ce qui est surtout très intéressant, la dernière phrase parle de ces salins abandonnés. Et qu'est-ce qu'ils disent? Donc, ces bassins et ces étangs de salins peuvent être également considérés comme des lagunes, donc 1150, dans la mesure où ils sont le résultat de la transformation d'une ancienne lagune naturelle en ancien marais maritime et caractérisée par un impact mineur de l'activité d'exploitation. Donc, c'est effectivement l'entrée pour ce que Mathilde a demandé, de les considérer dans le 1150. Donc après, il faut aussi être conscient que pas tous les pays font la même chose. Donc qu'est-ce qu'ils font en Espagne? On a Xavier tout à l'heure. C'est intéressant de discuter avec lui. Donc je pense qu'en Espagne, ils considèrent ça encore sous l'intitulé, sous 1150, mais ils utilisent clairement l'intitulé Salem. Même s'ils sont abandonnés, peut-être on peut discuter. Donc ça, il faut avoir conscience qu'il y a des différences entre les pays. Donc sur la façade méditerranéenne et corse, depuis 1950, donc, on avait une trentaine de ces salins et actuellement il y a encore 5 en exploitation. À un moment donné, il ne restait que 3, mais 2 ont été repris en exploitation. Donc on a beaucoup de surface.
Mais le micro bien. Oh, ok, vous m'entendez? Ok, donc il y a quand même beaucoup de surfaces qu'on va retrouver effectivement dans l'analyse que Mathilde a, qui apparaissent sous forme de ces lagunes méditerranéennes temporaires potentielles. Et ce qui est quand même aussi une bonne nouvelle, c'est que beaucoup a été acquis par le constateur du littoral. Il y a quelques-uns qui ont quand même disparu sous la forme de port ici à Fos. Il y a un salin qui a disparu côté de l'aéroport de Marseille aussi. Il y a aussi une perte de surface dans le Narbonnais, mais en général, donc, on a quand même su acquérir ça pour la conservation de l'environnement. Oui, donc là, je vais peut-être passer vite. Et donc là, je voulais en effet donc, faire le lien avec cette étude que Mathilde a déjà présentée, qui était vraiment importante parce je me rendais compte en discutant aussi, en participant avec Mathilde et les autres collègues, que cette idée de lagune temporaire méditerranéenne, c'était vraiment quelque chose qu'on a décidé d'appeler ça en France. Et les autres pays ne le faisaient pas. Et on a même constaté qu'on a un peu du mal à... On a eu un peu de mal à faire passer ce message à l'international. Parce que ces lagunes côtières temporaires, si je pose la question, est-ce qu'il y a des systèmes qui sont naturels? Les salins abandonnés, c'est effectivement des systèmes un peu artificialisés. Bon, il y a deux grands groupes qu'on peut considérer comme des lagunes côtières temporaires naturelles. Donc c'est ce que dans le langage international on appelle donc les ICOL. C'est un terme qui est notamment utilisé dans l'Afrique du Sud. Donc c'est des lagunes qui sont ouvertes et fermées de façon temporaire, séparées de la mer. Et donc là, effectivement, chez nous, un des exemples, c'est effectivement les orpaillères. Ces orpaillères, donc ils sont tantôt inondés, et donc ça c'est vraiment un bon exemple de ce qu'on peut appeler une ICOL. Et l'autre système qui est très connu dans la littérature internationale, c'est effectivement les 7K, donc ça vient de l'arabe, et donc c'est effectivement des systèmes, on a des 7K côtiers qui sont très proches du système lagunaire et qui se remplissent d'eau de mer quand il y a des surcôtes, et après ça s'évapore, et donc là on n'a pas la végétation terrestre et on va avoir des croûtes de sel. Donc voilà, donc on a quand même maintenant réussi à introduire dans la littérature internationale cette idée de Mediterranean Temporary Lagoon, et donc grâce à cette étude que Mathilde a portée. Et donc je pense que c'est quelque chose d'important aussi dans la discussion avec nos collègues à l'international. Donc finalement, je voulais en effet souligner, donc, comme ça a été souligné déjà par Mathilde aussi, cette végétation très caractéristique, Arténia et l'Amprotamnion, mais aussi cette olipelle. Et donc là, comme ça c'est souligné dans le guide des charophytes, donc c'est une espèce qu'on considère comme éteinte, et il a été d'abord découvert en Espagne, et plus tard sur la façade atlantique, et nouveau depuis 2009 sur la façade méditerranéenne, seulement 2009, donc c'est assez récent. Donc ça montre que parfois on a encore de belles surprises, encore pour la biodiversité aussi, dans ce monde où on perd beaucoup. Et donc ça, je profite aussi, on mentionne déjà l'Espagne, donc c'est aussi... on est content d'avoir ici Xavier parce que la France et l'Espagne partagent pour les lagunes quand même deux caractéristiques qui sont très intéressantes. Nous avons tous les deux des lagunes sur la façade atlantique comme sur la façade méditerranéenne, première chose. Et deuxième chose, c'est qu'en Espagne, ils ont aussi beaucoup de ces systèmes qui sont temporaires et des salins abandonnés. Donc, je vous remercie pour votre attention, avec une image de Repierre.